Est-ce que le communisme est utopique? Bonne question ça, parce que j'ai vu passer le débat du coup dans le chat pendant le React, mais je voulais pas faire une pause dans le React pour ça, donc je me suis dit on va attendre la fin et on va un petit peu en discuter parce que bah écoute, moi c'est un débat que j'aime avoir. Donc quelqu'un dans le chat qui nous expliquait que c'était un système qui était un peu trop utopique. Et c'est marrant parce que pour le coup, bah, en fait, les gauchistes, faut savoir que nous, on s'est posé la question il y a déjà un sacré moment, en fait. Et justement, le marxisme, tel qu'il est pensé aujourd'hui, tel qu'il a été pensé même à l'origine, a été pensé comme une opposition à la pensée utopique. C'est-à-dire qu'en fait, à l'origine de la base, il y avait plein de gens qui descendaient du socialisme utopique, où en fait, ils s'imaginaient la société parfaite, sans se poser la question vraiment de comment y arriver, ou sinon ils se disaient qu'on pourrait faire ça de façon autoritaire, basiquement, et qui se posaient pas la question de vraiment transformer la société concrètement. Et en fait, ce que Marx vient ramener dans le socialisme, contrairement du coup à ces socialistes utopiques qui étaient là avant lui, c'est justement ce qu'il appelle le socialisme scientifique, en opposition à utopique. Parce que ce qu'il faut comprendre dans le marxisme, et ça c'est un truc que peu de gens comprennent quand on s'y intéresse pas, et c'est un peu normal, c'est qu'en fait, le concept du communisme, ce n'est absolument pas d'imaginer la société parfaite et ensuite de la réaliser. C'est-à-dire que nous, on n'a pas en tête une utopie de à quoi ressemblerait la société idéale ou à quoi ça ressemblera précisément quand on aura aboli la monnaie, quand on aura aboli l'État, quand on aura aboli tous les trucs qu'on a envie d'abolir. En fait, on sait qu'on veut les abolir, mais on ne sait pas ni précisément comment, ni précisément à quoi ça va ressembler. Et ça, c'est tout le principe de la dimension dialectique du marxisme. Je m'explique. C'est quoi la dialectique? La dialectique, concrètement, à la base, c'est l'idée de dépasser les contradictions. Si je devais le résumer avec un truc que vous avez déjà pas mal vu du coup quand vous étiez à l'école, ça correspond un peu à ce délire thèse, antithèse, synthèse, même si en vrai tu peux dépasser un petit peu cette idée-là quand même. C'est ça la dialectique, c'est l'idée que les choses se résolvent par le conflit. Les choses se résolvent par la résolution de contradictions tout au long de l'histoire, que nous on appelle traditionnellement la lutte des classes. Mais pas que. C'est-à-dire que cette vision-là des choses fait que, en fait, on part pas du principe qu'on a la société idéale d'un côté et qu'on va trouver le meilleur moyen pour l'appliquer, mais que cette société idéale va se définir de façon dynamique, on va dire, en fonction du contexte historique, en fonction de ce qu'il y a déjà sur place, de quel est le système économique du pays dans lequel on a envie de faire la révolution. Et en fait, on part pas du principe qu'on sait déjà à quoi va ressembler le socialisme. On sait qu'on veut se diriger vers ce système. On sait que c'est un système qui est beaucoup plus collectiviste. Moi, j'ai tendance à dire que c'est aussi un système qui est beaucoup plus libertaire. C'est là où je me distingue un peu plus des communistes. Mais concrètement, c'est pas utopique. C'est-à-dire que justement, en fait, on est des gens très concrets, où on essaye de faire l'application réelle de ces concepts-là. Lorsqu'on dit qu'on veut mettre en place plus d'égalité, on le voit pas comme juste une valeur. On n'est pas en mode ah, faudrait juste qu'on ait de l'égalité, un peu comme c'est écrit dans les droits de l'homme, tu vois. Nous, on se dit ok, d'accord, c'est quoi les inégalités concrètes et comment y répondre? Et c'est notamment la fameuse phrase de Lénine, analyse concrète de la situation concrète. Ça, c'est une phrase qui est plus généralement marxiste que juste une phrase communiste, qui est notre vision, du coup, nous des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un communiste un peu concret, c'est pas quelqu'un qui va se dire, tiens, il faut que je propose la meilleure théorie politique possible qui va convaincre un maximum de gens, et c'est comme ça que je vais remporter les élections. Non, un marxiste un peu concret, il va se dire, d'accord, pourquoi les gens pensent comme ils pensent aujourd'hui? Il va pas se dire, c'est juste que la théorie les convainc plus, parce que c'est pas vrai. Quand tu regardes les modes de pensée des gens, ça dépend beaucoup, par exemple, de la classe sociale. Genre, une personne qui va être bourgeois ne pense pas le monde de la même façon qu'un prolétaire, en fait. Donc, c'est pas une question d'être convaincant. Parce que c'est pas juste genre, il y a tel truc qui convainc. C'est vraiment une question aussi de comment tu habites le monde et quelle est ta place au sein de l'organisation sociale. Donc, un marxiste, genre, quand il pense à ce genre de questions, il va se poser la question de pourquoi les gens pensent comme ça. Et plutôt que de juste chercher à les convaincre en étant hyper convaincant, on va se poser la question de comment on fait évoluer
cette conscience-là? Comment est-ce qu'on fait évoluer ce mode de pensée-là? Et alors, je vois un commentaire dans le chat qui est aussi un truc que j'aimerais rectifier. Si un marxiste peut penser à gagner les élections, genre, ce qu'il faut comprendre, les gens, et que plein de gens et plein de révolutionnaires n'ont pas compris, c'est que, genre, être révolutionnaire, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'essayer de prendre l'État et qu'il faut arrêter d'essayer de prendre le pouvoir par les urnes. Ça signifie que ça suffira jamais et qu'on ne pourra pas, genre, amener le socialisme par la réforme. Mais ça veut pas dire, du coup, abandonner les élections. Faut pas non plus, genre, tomber derrière dans une pensée un peu radicoule, où, du coup, ok, d'accord, donc le réformisme a tort, donc il faut abandonner toutes les réformes. Bah non, il faut quand même faire des réformes, mais en étant conscient que ces réformes ne suffiront pas. Et il faut garder en tête que ces réformes doivent avoir pour objectif de modifier la conscience de classe des gens pour pouvoir justement se diriger de plus en plus vers un monde socialiste. Donc non, un marxiste conséquent n'abandonne pas forcément les élections. Ça va dépendre du contexte social, ça va dépendre du contexte du pays dans lequel il est, ça va dépendre de beaucoup de choses, tu vois. Genre, il n'y a pas une réponse simple à marxiste contre les élections, marxiste pour les élections. En fait, non, c'est comme pour tout le reste, les gens. C'est pas une théorie avec des grands axes, des grands axiomes qui bougent pas. C'est en fonction de la situation concrète. Genre, encore une fois, il faut avoir de l'analyse. Il faut être capable de voir ce truc-là. Et en fait, le réformisme, à proprement parler, c'est un point intéressant aussi. Je sais pas si vous le saviez, mais la France Insoumise, le Parti Socialiste ne sont pas des partis réformistes. Parce que un parti réformisme, c'est un parti qui tente de faire émerger le socialisme, donc l'abolition de l'État, l'abolition de la monnaie, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, à travers la réforme. Ce n'est pas ce que veut faire la France Insoumise. La France Insoumise ne cherche même pas à mettre en place le socialisme. Donc c'est même pas un parti réformiste. Ça marche même pas comme ça. C'est-à-dire que, genre, ils sont encore, je dirais, plus mous que ce qu'on sont censés être à la base de la définition initiale des réformistes. Donc on en est encore assez loin aujourd'hui. D'ailleurs, je vis si peur, je suis désolé, Master, t'inquiète. Hein. Mais concrètement, genre, c'est même pas un parti réformiste. Mais ça veut pas dire que c'est un parti révolutionnaire. Ça veut dire que c'est encore moins un parti révolutionnaire que ce que vous croyez. Genre, c'est encore plus loin de la révolution que ce que vous pouvez imaginer. Genre, aucun parti n'est réformiste. Bah, aujourd'hui, de fait, non. Il n'y a pas vraiment à proprement parler de parti réformiste en France. Mais il faut comprendre cette dimension-là, genre, dans ce qu'est aussi le marxisme. C'est-à-dire que le marxisme, il va pas se dire, moi je suis marxiste, donc je vais m'en battre les couilles des élections par principe. Il va se dire, ok, est-ce que les élections peuvent m'aider à mettre en place précisément le socialisme? Et genre, en fonction de ta réponse à ça, tu vas soit y aller, soit pas y aller. Mais désolé, encore une fois, je veux dire, la dimension électorale, c'est pas une réponse simple. C'est pas un truc genre comme ça. Donc, le NPA, MDR, le NPA. Alors, le jour où le NPA sera un parti révolutionnaire, OMG, hein, vraiment, enfin. Oh là là, le NPA, c'est à droite de la France Insoumise, tout le monde. Hein. Mais bref. Donc, je vois le concept, même si je ne suis pas d'accord avec la suppression de l'État, de la monnaie, etc. Bah, alors là, je pourrais rentrer dans les profondeurs de pourquoi, qu'est-ce qu'on entend vraiment par l'abolition de l'État, l'abolition de la monnaie, ce genre de truc. Mais à ce moment-là, ça va être très compliqué, là, tout de suite, de faire le petit switch, parce qu'il va falloir que je fasse une vidéo complète pour expliquer d'où on tient ces idées-là. Parce que ça, c'est pareil. C'est pas non plus des idées où on s'est dit, tiens, ce serait mieux comme ça. C'est pas genre, ça n'a pas émergé de nulle part. Simplement, en fait, on s'est dit, tiens, les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, si on remonte à la source, de où ça vient, de pourquoi, bah en fait, on se rend compte que ça vient des deux choses qu'a imposé d'ailleurs la Révolution française au passage, à savoir l'idée que, enfin, à savoir en gros concrètement le centralisme étatique et la propriété privée. Hein. C'est-à-dire que c'est les deux trucs qui ont été imposés, inscrits dans le marbre et naturalisés avec la Révolution française, que aussi la Révolution bourgeoise au passage. Parce que c'est vraiment le moment où les bourgeois, à proprement parler, donc les bourgeois, pas au sens méprisant du terme. Hein. Moi, quand je dis bourgeois, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je sais que c'est pas forcément évident pour les gens qui débarquent. Moi, bourgeois, c'est précis. Hein. C'est-à-dire que bourgeois, c'est un rôle que tu as au sein de l'appareil de production. Un bourgeois, c'est, pour vulgariser, c'est un possédant. C'est quelqu'un qui possède. C'est quelqu'un que s'il arrête de travailler, il a toujours des revenus passifs liés aux simples choses qu'il possède au sein de sa propriété privée. Donc. Et dans notre analyse à nous, les inégalités
mais pas que. Aussi, tu vois, il va y avoir le racisme, y compris le féminisme, viennent de là, en fait, à la base. Viennent de ce rapport qu'on a à la propriété, parce qu'en fait, le rapport à la propriété, c'est un rapport avec comment dire, l'exploitation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas la propriété privée tout court. C'est-à-dire que tu as le droit d'avoir enfin, genre, la propriété des objets qui t'appartiennent, genre ta maison, ton lit, tes objets, ta bouffe, tes vêtements et tout. On remet absolument pas ça en question. Nous, ce qu'on remet en question, c'est la propriété qui te permet d'exploiter des gens. C'est-à-dire, c'est pas simplement genre le fait d'avoir une grande propriété. Genre, c'est pas le fait d'avoir une énorme maison. C'est le fait d'avoir une énorme maison qui serait par exemple entourée de plein d'exploitations agricoles. Ou le fait de posséder des usines, de posséder de la propriété dite lucrative. Et en fait, pour nous, si tu prends en compte ce truc jusqu'au bout, et si tu pousses le délire jusqu'au bout, bah en fait, on est dans un régime qui donc s'appelle le régime capitaliste, qui vient de là, en fait, à la base, hein, qui vient de ce concept même de propriété lucrative, qui vient de l'accumulation qui peut en émerger, etc., qui est donc contre le travail, à proprement parler. Parce que quelqu'un qui peut vivre de ses propriétés, c'est pas un travailleur, c'est quelqu'un qui peut vivre du fait de ce qu'il possède. Donc c'est ça, quand on parle de rapport entre le capital et le travail, c'est important. C'est aussi pour ça qu'on dit souvent que la gauche, c'est le vrai camp des travailleurs, parce que, bah, en fait, nous, justement, on cherche à minimiser au maximum l'apport du capital par rapport à l'apport du travail pour les gens. Donc, en fait, on est plutôt du côté des travailleurs, a priori. Euh, Merde, je sais plus où j'en étais par contre. Oui, donc voilà, en gros, pourquoi est-ce qu'on est contre cette propriété-là? Et ensuite, ça, c'est la partie où généralement les gauchistes un peu class first bébêtes s'arrêtent. Mais normalement, genre, si tu pousses même le délire de l'analyse marxiste, il y a aussi des questions autour de l'État, de la remise en question de l'État, notamment autour bah, de comment ça peut faire émerger certaines, on va dire, catégorisations sociales, comme par exemple l'indigène ou par exemple l'homme et la femme. Genre, par exemple, a priori, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est pas la nature qui définit ce qu'est un homme et ce qu'est une femme, c'est la société et l'institution qui le met en place et qui le fait exister en tant qu'organisation sociale, c'est l'État. C'est l'État qui te file tes papiers d'identité sur lesquels il y a ton genre, etc. et tout. C'est défini par rapport à l'État. Donc l'État Quand on parle d'abolition de l'État, ça ne veut pas dire abolir le système d'entraide et d'organisation qui est mis en place, tu vois. C'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Le problème, c'est de penser que si le troc a disparu, c'est que nos ancêtres très très lointains ont considéré que c'était 1000 fois plus simple d'utiliser la monnaie. Non mais attends, tu sais que genre l'émergence de la monnaie, c'est genre, ça c'est un mythe, ce dont tu me parles là. Il y a une explication historique de la monnaie. Et d'ailleurs, les délires à base de compter les coquillages, tout ça, c'est de la merde. Et la monnaie, c'est pas lointain. C'est pas quelque chose qui remonte à il y a des millénaires. Genre, déjà, le troc existe encore pour commencer. Ensuite, justement, l'émergence de la monnaie, le crédit, tous ces trucs-là, c'est des choses qui ont une historicité concrète, qu'on peut étudier, on sait d'où ça vient, on sait à quel besoin ça répond, et on sait quel problème ça engendre, et on sait comment on pourrait s'en passer, justement. Et d'ailleurs, la base de l'explication dans le Capital de Karl Marx, enfin moi j'ai commencé à lire seulement l'abrégé du Capital de Karl Marx, mais c'est précisément comment on a créé la monnaie. C'est-à-dire que c'est vraiment le début de la base, du tout début de la pensée, de comment est-ce qu'on a réfléchi l'économie chez les marxistes. C'est justement à quoi sert la monnaie, comment est-ce qu'on a inventé la monnaie, et genre à quel besoin elle a fini par répondre, et surtout comment elle s'est généralisée. Parce qu'un point qui est important aussi dans l'analyse qu'on a, c'est que le capitalisme, c'est pareil, c'est pas un système t'as claqué des doigts et paf, le capitalisme est arrivé. C'est un système qui a d'abord existé à des échelles plus locales, avant de progressivement se généraliser avec une prise de pouvoir de la classe bourgeoise dans tous les différents États, dans tous les différents endroits du monde. C'est pas quelque chose qui a toujours été aussi clair. Donc en fait, si tu veux, ces histoires d'abolition de la monnaie, de la propriété, des trucs du genre, c'est pas non plus, c'est pas des valeurs morales. On n'a pas envie que ça arrive parce que c'est juste, genre, purement, c'est quoi nos valeurs à l'intérieur de nous, de ce qu'on aimerait bien, de ce qu'on trouve le plus juste. C'est les solutions concrètes lorsqu'on a une analyse concrète de c'est quoi la situation, du mode de production, de l'organisation des humains dans notre objectif, encore une fois, de l'activité humaine, de comment est-ce qu'on se développe. C'est ce qui est le plus logique, mais aussi le plus efficace. Ça, c'est aussi un autre truc qu'on reproche souvent au marxisme, c'est qu'on est en mode, oui, d'accord, mais votre système,
il est inefficient, alors que c'est l'inverse. Nous, on est sur un système qui, précisément, sert à maximiser la production. C'est pour ça qu'on dit souvent que le socialisme ou le communisme, c'est un système d'abondance qui s'oppose au système capitaliste, qui lui est un système pénurique, dans lequel, en fait, de par l'appropriation, l'expropriation de la force de travail des travailleurs, tu finis par mettre les gens en pénurie. Genre, par exemple, aujourd'hui, le capitalisme est en crise. Ça, c'est un fait. Genre, tout le monde est d'accord avec ça, tu vois. C'est genre, voilà, le capitalisme est en crise. Ben, cette crise du capitalisme, c'est pas une crise de pénurie. Genre, le problème, c'est pas que on n'a pas assez. Le problème, c'est qu'on a trop et qu'on n'arrive plus à vendre. C'est une crise de la surproduction. C'est-à-dire que là, le problème, c'est que la pénurie, proprement parlée, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire avec l'augmentation des prix, etc., c'est organisé. C'est-à-dire que le problème, c'est pas qu'il y a de plus en plus de rareté. C'est l'inverse. On a trop de choses. On a trop de trucs. On produit trop. On sait plus à qui vendre. Ça, c'est un système qui est sous-optimal, tu vois. C'est vraiment, objectivement, de très loin, complètement sous-optimal. Et en fait, nous, on voit le communisme et le socialisme, alors ça comme des systèmes qui sont objectivement non seulement plus justes, mais aussi plus optimaux, et qui permettent de produire davantage et de façon plus logique, même plus rationnelle, quoi. C'est vraiment la vision qu'on a, nous, des choses. Ce qui peut parfois paraître incohérent quand justement les droitards, ils s'imaginent, ils ont des clichés sur ce que nous on pense, mais la vérité, si on a ces takes dans ce sens-là, c'est pour ça. L'abondance sous le lourd communisme, exactement. Genre, par exemple, exemple d'abondance très concret. Aujourd'hui, si on démarchandisait la nourriture, c'est-à-dire que, comme par exemple on a pu le faire avec d'autres trucs, tu vois, si on démarchandise la nourriture et qu'on organise la production alimentaire, non pas dans un objectif où les gens doivent s'acheter ce qu'ils veulent et tout, mais où juste on fait de la distribution gratuite alimentaire sur tout le pays, etc., pour que tout le monde puisse juste manger, bah non seulement on a très largement déjà aujourd'hui les moyens de le faire, parce que bah en fait on gaspille énormément de bouffe avec notre système de con, genre vraiment une quantité de bouffe monstrueuse qui est gâchée par notre système de production, alors que simplement, genre si on distribuait cette nourriture, on aurait besoin de produire moins et les gens pourraient tous manger à leur faim. Donc un système de distribution alimentaire où on démarchandise la bouffe, c'est un système qui est plus juste, plus optimal et c'est juste un bien meilleur système objectivement que le capitalisme dans lequel on vit actuellement aujourd'hui. On n'a jamais aussi bien vécu, famine, hygiène, etc. Bah en Occident. Parce que si tu prends par exemple l'hygiène et la famine, c'est surtout un truc de blanc a priori sous le capitalisme. Parce que ça c'est un truc qu'on a quand même été pas mal... Genre, si tu prends le bilan des famines du capitalisme, et que tu prends tous les pays anciennement colonisés, à quel point ils ont pris cher à cause des famines du capitalisme, la réponse est compliquée, hein, surtout qu'on parle parfois de pays qui sont en plus parmi les plus gros producteurs alimentaires au monde, qui pourtant ont quand même des famines, ce qui est un paradoxe frontal, genre il est là, sous nos yeux. Il y a aussi une loi débile en France qui interdit aux commerçants de donner gratuitement des denrées aux gens. Mais pourquoi, à ton avis, cette loi, elle existe, justement? Intéressant ce que tu dis. Pourquoi cette loi, elle existe? Pourquoi est-ce que cette loi, elle est là? Bah, c'est pour pas, justement, qu'on mette en place des systèmes d'organisation parallèles qui montrent qu'on pourrait se passer des systèmes capitalistes, parce que ça ferait de la concurrence avec les systèmes capitalistes, tout simplement. C'est comme, par exemple, pourquoi aujourd'hui en France, c'est pas complètement illégal, mais c'est quasi complètement illégal d'être nomade. Genre, aujourd'hui, par exemple, la définition de ce qu'est ton foyer, de ce qu'est une maison, tu vois, ton domicile, ça peut pas être genre une caravane. Ça va pas avoir de sens comme ça. En fait, à la base, c'est pour s'en prendre aux tziganes, mais c'est aussi pour entériner dans la loi notre mode d'organisation. Parce que notre mode d'organisation, on l'a défini comme étant sédentaire. Donc en fait, si tu corresponds pas à ce mode d'organisation, ça dégage, c'est illégal. Alors que c'est débile. Il n'y a pas de raison spécifique qui fait qu'on interdit le fait d'être nomade. C'est juste parce qu'en fait, ça correspond pas aujourd'hui au mode de production capitaliste français. C'est tout. Donc on le rend illégal. Donc on rend illégal même des pratiques qui pourtant, c'est juste des pratiques qui font de mal à personne objectivement. C'est parce qu'on n'a pas envie que les gens s'organisent différemment de ce que nous on veut. Et ce qu'on veut actuellement en France, c'est le libéralisme et le capitalisme, entre autres. Mais voilà, voilà, j'ai envie de prendre un temps, parce que j'ai vu le débat et je me suis dit, en vrai, c'est intéressant et j'aime bien réexpliquer tous ces trucs-là un peu de zéro. Je trouve que c'est intéressant, surtout que j'ai un peu l'impression qu'on gagne un peu en viewer en ce moment. Donc autant refaire un petit débrief autour de bah, comment est-ce que moi je vois, quand je dis que je suis marxiste, c'est ça que ça veut dire. Quand j'explique aux gens
que je suis révolutionnaire, c'est ça que ça veut dire. Quand je dis aux gens que je suis révolutionnaire, ça veut pas dire je veux prendre les armes et aller décapiter Emmanuel Macron. Non, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut remettre en question notre mode d'organisation et que ça peut se faire de façon très concrète. Genre, une ZAD, c'est révolutionnaire. Parce que dans une ZAD, bah en fait, les systèmes dont je vous ai parlé précédemment, là, de troc, d'échange, d'abolition de la monnaie, ça existe déjà. Au sein d'une ZAD, il n'y a pas de monnaie. Les gens cultivent, ils se partagent la bouffe et tout, etc. Et c'est déjà des systèmes proto-révolutionnaires. Et je trouve ça intéressant. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur les ZAD, elle est cool. Oui, il faudra prendre des armes pour la révolution. Mais prendre les armes, ce n'est pas ce qui définit être révolutionnaire. C'est intéressant, c'est important de le dire. Faut arrêter de s'imaginer que être révolutionnaire égale prendre les armes. Effectivement, la révolution ne se fera pas dans le pacifisme et dans la non-violence, on est tous d'accord avec ça. Par contre, la révolution ne se limite pas et ne se réduit pas à justement cette violence. Il faut en sortir de cette pensée-là aussi. Tout comme il faut sortir de cette idée de grand soir, de révolution qui arriverait du jour au lendemain. Non, c'est des dynamiques qui sont beaucoup plus progressives. Genre, pour moi, par exemple, aujourd'hui, si je prends exemple concret d'une organisation révolutionnaire en France qui est vraiment révolutionnaire, l'Orga de Solidarité Trans. Parce que dans l'Orga de Solidarité Trans, on essaye de faire en sorte que les meufs trans puissent transitionner de façon indépendante des institutions. On aimerait pouvoir transitionner sans dépendre du monde médical et bourgeois, sans dépendre de l'État et du bon vouloir de l'État, sans dépendre de ce genre de choses. On fait de l'organisation concrète, on fait de la formation politique, et en fait, la pratique de la transition qui est faite par l'Orga de Solidarité Trans, c'est une pratique révolutionnaire. Le fait de transitionner par ces biais-là, par ces moyens-là, c'est révolutionnaire. C'est pour ça que je vous dis, ça se limite pas à prendre les armes. Genre, faire transitionner des meufs et des mecs aussi, c'est révolutionnaire aussi. Si tu le fais dans un monde dans lequel on t'impose de pas le faire, ou justement on essaye de te contrôler, cet aspect-là de ta vie. Donc c'est révolutionnaire. Et d'ailleurs, moi, c'est aussi, encore une fois, une énorme partie de ma pensée que je vous partage aujourd'hui. C'est pas des trucs que j'ai été chercher dans des livres. C'est pas des trucs parce que genre j'ai lu beaucoup d'auteurs et que du coup je suis méga basé parce que j'ai lu tous les auteurs du communisme et de l'anarchisme. C'est surtout parce que je suis à l'OST, hein, que du coup je discute avec des gens qui sont sur place et qui sont des militants révolutionnaires et que c'est tout ce que je vous dis aujourd'hui là, c'est une synthèse qui vient grosso modo de 2 années de militantisme, dont un peu plus d'1 an maintenant à l'Orga de Solidarité Trans. Avant ça, j'étais pas beaucoup plus basé que n'importe quel viewer moyen. C'est la pratique qui m'a rendu comme ça, avant tout. Voilà, c'est le petit point. Est-ce que le marxisme est utopique et qu'est-ce que veut vraiment dire être révolutionnaire? Je trouve que j'ai éclairci pas mal de petits points, de petits nœuds, de petits trucs que les gens peuvent avoir quand on parle de ces sujets-là. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, j'ai bien fait de l'enregistrer. Je pense que ça fera une très bonne capsule pour YouTube. Donc YouTube, si vous voulez me poser vos questions directement ou si vous voulez faire en sorte que ce genre de moment existe davantage parce que voilà, vous avez des désaccords, des machins, des trucs dans le chat, etc. Venez dans le chat. Tout simplement, là, pourquoi est-ce qu'on a fait cette capsule aujourd'hui? Je lui ai même pas dit au revoir alors qu'il est parti d'ailleurs. Au revoir, le droitard qui était très sympa dans le chat d'ailleurs au passage. Voilà, c'est cool d'avoir ce genre d'échange. Moi, je suis vraiment aussi sur cette plateforme pour vous convaincre, hein. Donc ça m'intéresse de pouvoir échanger avec vous directement. Mais bref, au revoir YouTube, le traditionnel, n'hésite pas à me filer des thunes sur Tipeee, venir en stream, abonnement, pouce bleu, commentaire, parler de moi à tes proches ou à des gens, si jamais tu trouves que ce que je raconte c'est basé, n'hésite pas à faire tourner cette vidéo, si jamais t'en as marre, ou si jamais t'as des copains aussi qui ont des avis que nous on remet en question, un peu comme du coup la personne dans le chat elle avait aujourd'hui, parce que en vrai, là je pense qu'on va quand même de démonter des plutôt gros clichés sur la pensée révolutionnaire, donc c'est intéressant. Donc n'hésite pas à partager tout ça. Anyway, gros bisous. Et oui, alors très très bon point dans le chat. Oui, effectivement, tous les connards ne sont pas de droite. Ce qui va donc dans les deux sens. C'est-à-dire que genre, il y a des gros connards de gauche et il y a des très belles personnes à droite aussi, hein. Moi, je suis pas du tout cette gauchiste sectaire qui ne parle qu'avec des gens parfaitement d'accord avec elle. Ça me semble quand même assez évident, hein. Je vous rappelle que sur cette chaîne, on est proche de gens qui sont même pas tout à fait politisés. Donc, genre, chill par rapport à ça. Moi, je suis vraiment pas cette meuf où dès que j'ai un désaccord avec quelqu'un, j'ai besoin de faire scission et j'ai besoin de la détester et de lui chier à la gueule sur Twitter. C'est vraiment pas l'ambiance ici. Vraiment pas l'ambiance. Donc voilà. Donc ça, c'est clarifié.
Gros bisous. Watching clouds, LA, I be pulling in the solo. Now she bad, yeah. Let me get your number. Ever since I can remember, I